Est-ce que vous avez fait une crise d'adolescence? Vous savez, le genre de crise où vous trouvez que vos parents sont trop vieux, ils comprennent rien, qu'ils comprennent pas votre souffrance? Eh ben croyez-moi, ce n'est rien à côté de la crise que nous a fait Rémi. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée cette fois-ci à Martine Bertrand. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la dernière fois que j'étais venue sur ma chaîne, on était un petit cours privé, on était une dizaine, et j'ai vu que certaines personnes se sont rajoutées au fond de la classe un petit peu discrètement. Eh ben bienvenue à vous déjà, on vous laisse vous présenter. Bon, ça va être chiant, on va pas faire ça à chaque fois, mais il reste de la place au fond pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bref, revenons-en à Martine. Alors Martine, pour vous la présenter, eh bien, elle a travaillé dans la police, mais pas à n'importe quel poste. Martine a été directrice adjointe à la sécurité publique de Gap, puis chef des renseignements territoriaux des Hautes-Alpes. C'est une femme de caractère qui est très appréciée par ses collègues, par ses voisins, par tout le monde en fait. C'est une femme de loi mais qui a craqué à un moment donné pour un ancien braqueur qui s'est reconverti et qui est devenu gérant d'un bar à Marseille. Et le couple a eu un enfant qui s'appelle Rémi alors que Martine avait 41 ans. Ils se sont finalement séparés au bout de 2 ans et Rémi n'aura plus vraiment de nouvelles de son père à partir de ses 6 ans. Martine va donc élever seule son fils, mais elle n'est pas réellement seule, puisqu'elle a sa famille autour d'elle. En fait, elle a ses proches qui habitent dans le même endroit qu'elle. Elle vit au hameau de Lombardie, en haut de Montgardin, un village de montagne tranquille. Le genre de village où on parle d'habitants en âme et pas en nombre d'habitants. Vous voyez le genre. Elle a son frère Pascal qui est à côté, elle a sa sœur Yvette et elle a aussi ses 2 parents qui vivent tout près. Donc la famille finalement élève Rémi un petit peu tous ensemble et c'est une famille paisible comme il en existe beaucoup. Rémi lui est au lycée professionnel parce qu'il veut devenir charpentier. Et en octobre 2020, eh bien ça fait 3 mois à peu près que Martine est retraitée, elle a 57 ans et elle a des projets puisqu'elle souhaite réhabiliter une propriété qu'elle a, un gîte, pour en faire des locations saisonnières. Mais vous vous en doutez, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de ses projets. Nous sommes fin octobre 2020 et la famille de Martine est très inquiète. En effet, ça fait plusieurs jours, près d'une semaine, qu'ils n'ont pas de nouvelles d'elle. Et comme je vous l'ai dit, c'est une famille qui est très proche, ils sont voisins, ils se voient tout le temps. Donc ne pas avoir de nouvelles de Martine, eh bien c'est totalement anormal. Ils ont remarqué que sa voiture est restée garée devant chez elle, mais que la porte est fermée. Comme personne ne répond, ils vont alerter les gendarmes qui prennent cette situation rapidement au sérieux. Et oui, Martine fait partie de la police. On a donc une enquête pour disparition inquiétante qui est ouverte très rapidement. Les brigades de Chorges et de Gap vont rapidement aller sur place pour voir ce qui s'est passé, pour constater la disparition. Et ils vont venir en force, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le 26 octobre 2020, on a beaucoup de monde sur place, on a sorti vraiment les grands moyens, on a 40 militaires, on a un hélicoptère, on a des plongeurs et on a une équipe cynophile, vous savez, les chiens, pour vraiment maximiser les chances de la retrouver. Donc au début, les militaires sur place ne trouvent rien, ils fouillent la maison, ils la trouvent en désordre, mais rien de particulier, aucune trace de Martine. Et finalement, c'est grâce aux chiens qu'on finira par la retrouver. Et pour le coup, dans cette affaire, on n'a même pas besoin d'attendre l'autopsie pour savoir la cause de la mort, en tout cas pour déterminer qu'il s'agit d'un meurtre et pas une mort naturelle. Parce que la façon dont on retrouve le corps, eh bien, ça ne laisse aucun doute. Je vous explique. Le corps, il est retrouvé entre des volets et la porte-fenêtre qui donne justement sur ces volets. C'est au rez-de-chaussée et on a mis des coussins pour cacher la fenêtre en question. En fait, imaginez un enfant qui joue à cache-cache, qui chercherait une cachette, qui se cache derrière les rideaux ou qui se cache entre les volets et la fenêtre en se disant qu'on va pas regarder là. Bah c'est un peu ça en fait. En termes de planque, on est à peu près au même niveau. Donc clairement, dans aucun univers, vraiment, elle n'aurait pu mourir naturellement en refermant ses volets. Ça voudrait dire qu'elle fermait ses volets en fermant la porte-fenêtre derrière elle. Ça semble quand même très improbable. Et qu'elle meure à ce moment-là. Et quand bien même, imaginons qu'elle ait des habitudes de fermeture de fenêtres un peu étranges, ne la jugeons pas, elle n'aurait pas pu mettre les coussins pour cacher la porte. Donc à minima, on a quelqu'un qui l'a déplacée après sa mort. Mais ça ne s'arrête pas là. On retrouve sa tête qui est enfermée dans un sac plastique et on a autour de son cou une laisse pour chien et un câble électrique. Bon là clairement, on sait que quelqu'un l'a tuée. L'autopsie va révéler qu'elle est morte depuis plusieurs jours et donc on va naturellement partir sur soit un meurtre, soit un assassinat en fonction de la préméditation. Le procureur de Gap, Florent Crouy, le confirme. Compte tenu du lieu de découverte du corps et de sa position,
L'intervention d'un tiers ne fait aucun doute. En tant que procureur, on est habitué à se déplacer sur des scènes de crime, mais lorsqu'on a affaire à une commandante de police avec qui on a travaillé, forcément on est assez choqué de la trouver dans cet état-là. On a donc une information judiciaire qui est ouverte très rapidement et on va se mettre à la recherche du coupable. Et pour une fois, je vais pas faire durer le suspense longtemps. Si vous avez suivi, vous avez bien noté qu'il manque quelqu'un dans cette équation. Bah oui, Rémi. Ça reste un mineur et au moment des faits, il a 16 ans. Alors où est-ce qu'il est passé ? Ben oui, Rémi, finalement, où est-ce qu'il est ? Parce qu'on a parlé de la disparition de sa mère pendant une semaine, mais on n'a pas parlé de celle de Rémi. Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante, puisque lorsque Martine est portée disparue et qu'on découvre son cadavre, eh bien Rémi, il est en garde à vue. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein. Rémi, il est à 80 km de chez lui, à Briançon, et il a été arrêté, placé en garde à vue, pour détention de stupéfiants. Il a 30 grammes de cannabis sur lui. Rien à voir donc avec sa mère à ce moment-là. Du coup, j'en profite pour vous parler un peu plus de la garde à vue des mineurs, qu'on connaît moins. Et tant mieux d'ailleurs, ça veut dire qu'il y en a moins, hein. On a le temps de devenir délinquant. Hein. Les mineurs, ils peuvent être placés en garde à vue à partir de 13 ans. En dessous de 10 à 13 ans, on peut être placé en retenue. Il faut pour ça que l'infraction, elle soit grave. Il faut que la peine encourue soit au moins de 5 ans. Et c'est pour une durée de 12 heures renouvelable une fois sur motivation spécifique du magistrat. Mais à partir de 13 ans, donc, on peut être en garde à vue. Alors, c'est pas exactement la même garde à vue que pour les majeurs, même si ça ressemble, mais on a quand même des différences et on a des droits en plus quand on est mineur. Pour cette garde à vue, cette fois-ci, on n'a pas de quantum de la peine encourue, on n'a pas l'histoire des 5 ans comme quand on est en retenue entre 10 et 13 ans. Ici, pour n'importe quelle infraction puni d'une peine d'emprisonnement, techniquement, on peut aller en garde à vue. Mais dans ce cas-là, on a l'avocat et l'entretien avec le médecin qui sont obligatoires. Pour les majeurs, c'est un droit, mais on peut y renoncer. Là, on ne peut pas. La garde à vue, elle peut durer 24 heures maximum. On peut la renouveler une fois, encore une fois, sur avis du magistrat, donc soit le procureur, soit le juge d'instruction, en fonction de quelle procédure on a. Et la prolongation, elle n'est possible que si la peine encourue, eh bien, elle est d'au moins 5 ans. On retrouve ce critère à ce moment-là. Une autre différence, c'est que l'audition du mineur pendant sa garde à vue, elle est filmée, contrairement à celle des majeurs en général. On fait une exception pour les crimes. Cette audition, en fait, on va pouvoir la visionner en cas de contestation du procès verbal. Je vous explique, pendant qu'on est en garde à vue, en fait, on a la période où on attend, et on a la période où on est auditionné par l'officier de police judiciaire, l'enquêteur, en fait, qui pose des questions. Et donc, pendant qu'il pose des questions, qu'on répond ou pas, on a le droit de garder le silence, eh bien, lui, il note et il dresse ce qu'on appelle le procès verbal. Et à la fin de cette audition, le procès verbal, il est relu par l'avocat et par le gardé à vue, et c'est censé reprendre ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, mais pas plus, pas moins en fait. Et donc s'il y a une contestation, la vidéo, elle sert à ce moment-là. Et c'est important parce que si on n'a pas cette vidéo et qu'on n'a pas justifié de pourquoi il y avait une impossibilité de la faire, parce que ça arrive quand même, eh bien dans ce cas-là, on ne pourra pas condamner sur les seuls aveux du mineur. Et enfin, une différence fondamentale entre le majeur et le mineur, c'est que lorsqu'il est en garde à vue, le mineur, eh bien il faut prévenir son représentant légal. Donc la plupart du temps, c'est les parents en fait. Et donc là, vous le voyez venir, les policiers de Briançon, quand ils l'ont placé en garde à vue, Rémi, ils ont cherché à joindre sa mère. Sans succès. Parce que Rémi, il va donner des explications un peu vaseuses, il va dire que sa mère, elle est hospitalisée, puis qu'en fait non, elle est en voyage. Voilà. Il essaye un petit peu d'expliquer pourquoi sa mère ne répond pas au téléphone. Sachant que le téléphone de sa mère, il est sur lui, dans sa fouille, avec sa carte bancaire. Donc finalement, les enquêteurs qui sont en train de faire sa garde à vue, ils vont se rendre compte que Martine est décédée, et ils vont donc entendre Rémi dans ce cadre-là sur la mort de sa mère. Bon, vous le sentez venir, Rémi, il est pas tout blanc dans cette histoire. Parce qu'en plus, ça serait moins drôle si je vous racontais ça alors qu'il est parfaitement innocent. Déjà, il a menti sur ce que sa mère faisait et pourquoi elle n'avait pas son téléphone lorsqu'il a été placé en garde à vue. C'est un peu louche. Rémi, il va donc apprendre la mort de sa mère pendant sa garde à vue et il va apparaître un peu confus. Normal en même temps, un enfant qui apprend la mort de sa mère, ça perturbe. Sauf que rapidement, il va craquer et il va avouer ce qu'il a fait. Parce qu'il reconnaît avoir tué sa mère. Il va expliquer que les relations avec sa mère étaient de plus en plus tendues, contrairement aux apparences. Parce qu'en fait, Rémi, c'est un ado qu'on pourrait qualifier finalement de turbulent. Et il y a eu plusieurs événements, le voisinage a d'ailleurs pu le remarquer. On a un événement qui est assez frappant en 2019, où il a accidentellement mis le feu au gîte que Martine venait d'acheter. Vous savez, le gîte qu'elle était censée mettre en location à la retraite. Et à cette occasion, eh bien, un voisin de Martine l'avait mise en garde, et il a pu dire « Martine était une femme bien, je lui avais dit, il a deux visages ton fils, ange et démon.
Il fait croire à tout le monde qu'il est gentil, mais il a une autre face qui celle-ci est mortelle. Donc les disputes entre Martine et Rémi sont de plus en plus fréquentes et un beau jour, eh bien c'est la dispute de trop. Il va pas réellement expliquer le contexte en détail, mais il va expliquer qu'il voit rouge et que ce jour-là, eh bien en fait, il attrape sa mère par le cou avec son bras et qu'il serre pour qu'elle se taise. Et en fait, il l'étrangle. Quand il réalise ce qu'il a fait, il panique, ce qui est à peu près normal, et donc il va commencer à vouloir déplacer le corps. Et donc il va avoir l'idée d'attraper une des laisses pour chien que Martine avait pour la mettre à son cou et tenter de tirer, de traîner comme il peut le cadavre. Il arrive à la faire glisser jusqu'au salon, sauf qu'à ce moment-là, eh bien Martine, elle tressaute. Alors est-ce que c'est parce qu'elle était encore en vie et que finalement elle réagit, ou est-ce que c'est juste un spasme, parce que c'est possible aussi, on ne sait pas. Et Rémi, à ce moment-là, clairement, il cherche pas à comprendre, c'est la panique totale. Donc la seule chose qu'il va trouver à faire, c'est de prendre un sac plastique, l'étouffer avec, prendre un câble électrique, l'étrangler et s'assurer en fait que là, bon, voilà. Il est allé trop loin de toute façon, donc il faut aller au bout et il faut tuer sa mère. Et donc pour finir, il va cacher le corps, comme je vous ai dit, entre le volet et la porte-fenêtre. Et mettre les coussins devant. Et donc après une scène pareille, eh bien on pourrait s'attendre à ce que Rémi finalement il prenne ses jambes à son cou et qu'il parte le plus loin possible, parce qu'il devait avoir peur de se faire attraper, de se retrouver en prison. Finalement, il a 16 ans. Sauf que, encore une fois de façon curieuse, eh bien, il va faire le contraire, il va rester chez lui. Et pire encore, il va faire une fête. Il va inviter des amis qui vont venir boire, fumer du cannabis à la maison, à côté du cadavre de Martine. Imaginez la scène, si un des potes avait tapé dans un coussin sans faire exprès, il se serait retrouvé en face du cadavre. Ah, ça aurait été une chouette ambiance, hein. Mais heureusement, ou pas, pour Rémi, personne ne s'en rend compte. Et donc il va agir parfaitement normalement pendant une semaine, raison pour laquelle la famille finalement ne se rend compte de la disparition que de Martine, mais pas de Rémi. Et donc il aurait pu continuer comme ça jusqu'à ce qu'il se fasse attraper pour les stupéfiants. Suite à ses aveux, il va être présenté devant le juge d'instruction, qui va le mettre en examen pour meurtre sur ascendant, et il va, lors de son interrogatoire de première comparution, garder le silence. Alors là-dessus, je vous le précise, ça veut pas dire que finalement il revient sur ses aveux. En fait, c'est juste une question de pratique procédurale. En gros, quand on a passé ce qu'on appelle donc l'IPC, l'interrogatoire de première comparution, on a un délai pour invoquer des nullités de la procédure, des nullités de la garde à vue devant la chambre de l'instruction. Et si on a la nullité de la garde à vue, potentiellement tous les aveux donnés en garde à vue, ils tombent. Donc si devant le juge d'instruction, quand on est présenté pour la première fois, on confirme sa version, ça sert plus à rien de faire tomber la garde à vue. Généralement, en fait, les personnes qui sont mises en examen gardent le silence à ce moment-là, ne confirment rien dans le doute. Bref, on a une reconstitution qui a lieu. Rémi, lui, il va être placé en détention provisoire et il sera finalement renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Gap le 9 mai 2023. L'audience va se tenir à huis clos, on va avoir la famille qui sera présente. Et le 16 mai 2023, Rémi sera condamné à 14 ans de réclusion criminelle sans période de sûreté. Ça veut dire qu'il peut faire des demandes d'aménagement. Et il a aussi un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Je vous précise que comme il avait 16 ans, il encourait en fait une peine comme les majeurs, soit 30 ans. C'est possible en fait pour les mineurs entre 16 et 18 ans en fonction des circonstances, si on estime qu'ils avaient le même discernement qu'un majeur. Rémi n'a pas souhaité faire appel et donc cette peine est définitive. Alors maintenant, Rémi, il est depuis devenu majeur et il purge sa peine. Il l'a parfaitement accepté et son avocat explique d'ailleurs que Rémi s'en veut terriblement. Il n'y a pas un jour où il ne pleure pas sa mère, il ne comprend toujours pas pourquoi il est passé à l'acte. Il est sous traitement, il le vit très très mal. La famille, elle, est divisée. On a la grand-mère de Rémi qui a toujours continué d'aller le voir, parce que ça reste son petit-fils, même si elle ne comprend pas son geste. Son oncle, lui, ne lui pardonne pas, il dit qu'il était habité ce jour-là. Et c'est une vraie question finalement, qu'est-ce qui pousse un mineur à passer à l'acte de façon aussi violente ? On pourrait se pencher sur la question des stupéfiants parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les adolescents qui consomment des stupéfiants, ça peut déclencher les pathologies type schizophrénie qui étaient déjà existantes, mais la consommation de ce stupéfiant, ça peut être l'élément un petit peu déclencheur de la maladie, et donc on peut avoir des passages à l'acte à l'adolescence. Dans la procédure, on a certainement eu des expertises médicales et en tout cas, on n'a pas retenu d'altération ni d'abolition, donc je pense que ça a été écarté, mais c'est une vraie question qu'on pourrait se poser. Et vous alors finalement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse me laisser un petit commentaire pour me le dire. Vidéo terminée, vous voyez cette fois-ci on avait une réponse, je vous l'avais promis, chose promise, chose due.
Je vous laisse me retrouver dans la prochaine vidéo, on va continuer dans les Alpes maritimes cette fois-ci, et on verra bien ce qui s'y est passé. Salut!